Bonjour à tous et bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Ils viennent sur le plateau, ils nous montrent ce que eux regardent sur le web et on en parle tout simplement. Aujourd'hui avec nous une école de Sainte-Claire, des élèves de Sainte-Claire. Bonjour. 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 Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ouais, super bien. Est-ce que Sainte-Claire c'est une chouette école? Oui. Ouais. Oui, c'est une Ça vous bonne plaît? école. Ouais. Pourquoi ça vous plaît? Parce qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses, de sortir par exemple, de venir ici sur ce plateau aujourd'hui Ouais. et d'étudier aussi les amis, les copains. Ouais, c'est vraiment pour ça que c'est génial. Pour étudier. On y Exactement. croit bien. Et avec nous aussi Valentine François. Bonjour Valentine. Bonjour. Donc tu fais partie de Média Animation. C'est quoi Média Animation? Média Animation, donc c'est une association qui fait de l'éducation aux médias. On est aussi un centre de ressources en éducation Ok. aux médias, c'est-à-dire qu'on fait des outils pédagogiques, on forme des enseignants et toute forme de professionnels sur des questions d'éducation aux médias. Génial. Et tu es donc aujourd'hui notre experte en éducation média parce que le but c'est que vous allez nous montrer ce que vous regardez sur le web, mais après qu'on en parle, qu'on essaye de décortiquer ça, qu'on essaye de voir ce que ça peut nous apprendre ou pas nous apprendre. Et aujourd'hui, il y a une thématique spéciale, c'est les influenceurs. On peut déjà commencer par se poser la question de ce que c'est un influenceur. C'est quoi pour vous un influenceur? Comment est-ce que vous le définiriez? Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qu'on suit dans les réseaux sociaux, Ouais. par exemple sur TikTok, Instagram, et qui nous donne des avis sur des produits qu'il achète, ou bien qui nous fait changer d'idée par rapport à des choses. Mhm. Donc c'est forcément quelqu'un qui parle de produits aussi, quoi. Exactement. C'est pour toi, c'est la même chose? Pour moi, c'est la même C'est chose. ça. C'est quelqu'un qui, à travers ce qu'il nous montre, nous permet d'avoir un avis assez direct sur ce qu'on peut choisir, si c'est bien ou si c'est mauvais, si on peut faire ou si on peut pas faire. En général, Ok. c'est à peu près ça. Est-ce que c'est la définition générale qu'on pourrait donner? Oui, franchement, Ouais, on ça a colle. trouvé les éléments un peu clés. Quand on parle d'influence aujourd'hui, en général, on parle d'influence en ligne. Il y a la dimension de marketing, le marketing d'influence. C'est très rare qu'il y ait des personnes dont le métier serait d'être influenceurs et qui ne vivent pas en partie de logique de marketing, de Commercial. placement de produits commercial sur leur contenu, même si ce n'est pas forcément leur seul moyen de subsistance. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que les influenceurs eux-mêmes, beaucoup n'aiment pas ce terme Ouais. et préfèrent se faire appeler créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'il a une connotation négative? Oui, il y en a, je pense, déjà toujours eu l'idée de l'influence, il y a un peu l'idée de manipulation, encore plus récemment, alors récemment entre guillemets, mais ces dernières années, on entendait beaucoup parler d'influx voleurs, et donc derrière le nom d'influenceur, on entend souvent l'idée d'une minorité de ceux dont c'est le métier et qui sont dans des logiques un peu douteuses, voire carrément d'arnaque. Ouais. Et donc voilà, c'est l'idée d'être réduit à ça, alors que c'est une partie de leur métier, mais qui est évidemment d'autres éléments qui sont partagés que des produits, quoi. Exact. Vous en suivez des influenceurs? Oui. Oui. Ouais. Principalement sur vos réseaux. Est-ce que c'est ça qui vient principalement sur vos réseaux ou c'est d'autres choses? Moi, c'est d'autres choses. Enfin, Ouais. et je suis des influenceurs, mais il y en a qui viennent. Par exemple, par rapport au maquillage ou bien à la mode et tout, ils viennent Ok. souvent dans mes... Donc toi, ton sujet, le sujet de prédilection, c'est plus la mode, etc. Ah oui. C'est ça? Bon. Et toi? Moi aussi, c'est plus ou moins la même chose. En fait, et au fur et à mesure du temps, on peut découvrir d'autres choses. Enfin, quand ça tombe sur notre page, on sélectionne, on apprécie. Et au fur et à mesure, l'algorithme nous propose la même chose. Ouais. On aime ou on n'aime vrai. pas. Donc, Ouais, c'est à peu près donc ça. tu vas suivre ou autour pas. de la mode, autour de tout ce qui est voyage et création de contenu. Parce que... Ouais. Oui. T'aimes bien suivre ceux qui parlent de création de contenu? Oui, et Ouais. oui. Ok, pourquoi? Parce que tu as envie d'en faire, parce que ça t'intéresse ou parce que tu aimes bien le côté décryptage? Non, c'est parce que j'ai envie d'en faire. Enfin, Ah ok. oui. Ok, Et- cool. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Si vous deviez devenir influenceur, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous feriez en tant qu'influenceur? Moi, ce serait un peu par rapport à la nourriture, parce Ouais. que j'aime bien manger. Et voilà, j'aurais fait, par exemple, des dégustations. Je goûte un nouveau burger qui est sorti et tout. Dans les restos.
Moi, c'est un peu plus mélangé parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, donc je sais que si je fais, et vu que je suis assez à l'aise avec la caméra, comme on peut dire, donc je peux faire tout. Il y a d'abord sur la mode, parce que oui, j'aime bien la mode, j'aime bien à peu près le domaine de la mode. Je travaille des fois, je fais souvent des pièces moi-même, des fois. Ah, Et trop bien. oui, et des fois je cuisine, je fais des petites vidéos que j'ai même un petit blog sur mon Snap où je fais la cuisine le vendredi en fait. Trop bien. Ouais, et du coup, Bon, on ira voir ça. Oui, c'est un peu ça, c'est un mélange de tout ça, mais principalement ici je fais du contenu mode, donc Ok, sur la création. sur la création de la. Trop bien. Toi, tu en suis un peu. Est-ce que tu consommes ça Oui. ou pas? Oui. Alors, peut-être pas sur les mêmes réseaux. J'ai une particularité, c'est que je travaille dans l'éducation aux médias, mais j'ai pas de smartphone. Okay. Alors, on pourrait se dire que j'aime pas du tout ces médias-là. C'est pas du tout le cas. En fait, je suis fort sur ordinateur et je consomme beaucoup de YouTube et de Twitch. Principalement, moi, c'est ça. Et franchement, des choses très, très variées. Notamment, j'ai découvert récemment, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la question de la mode, vraiment par curiosité. Et sur Twitch, il y a une Twitcheuse qui s'appelle Sonny Couture, qui fait des live Twitch de 4 heures où elle décrypte des défilés. Enfin, elle est elle-même créatrice, mais elle revient sur des choses anciennes et elle explique aussi, pour des personnes comme moi, que ça intéressait peut-être moins au départ, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la mode? Pourquoi ça passionne des gens? Et donc voilà, c'est des gens qui transmettent des passions et ça m'intéresse. Avec du fond, avec vraiment du contenu. On est en direct sur Twitch d'ailleurs et sur vedia.live. Bonjour le chat. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous suivez des influenceurs et quels influenceurs vous suivez. Bonjour à Mec Simple, à FLBG12, à Aconomade, bien sûr. Merci beaucoup d'être là. Donc le principe, c'est qu'on regarde des vidéos que vous nous avez préparées et on va commencer avec ta vidéo, Rune, qui parle donc de mode. On regarde ça et puis on débriefe ensemble. Ok, c'est parti. Alors moi, une des premières choses que je remarque, c'est qu'elle est quand même longue cette vidéo. Oh, oui. Pour quelqu'un qui se maquille, tu vois. Est-ce que toi tu la regardes en entier cette vidéo-là? Je vais pas mentir, je regarde pas en entier tout. Mais quand par exemple ça m'intéresse ce qu'elle fait, la personne, par exemple là elle est en train de se maquiller, par exemple j'ai envie des fois de refaire ce qu'elle fait et du coup je regarde tout en entier pour après retenir les produits qu'elle utilise et tout et j'utilise à la maison. Tu peux la re-regarder pour essayer de voir vraiment les étapes, etc. Oui. Quoi. Donc oui, ok. Je comprends mieux maintenant. Mais c'est sûr que moi, si je tombe dessus, j'ai l'impression que voilà, qu'il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, c'est tout le temps le même plan et c'est long. Mais je comprends maintenant le principe de se dire, ça m'apprend aussi comment maquiller, etc. Oui. Il y a aussi du fond. Est-ce que tu la suis, elle, pour vraiment la personne ou pour le contenu qu'elle amène? Je la suis pour le contenu et pas pour la personne qu'elle est, je la suis pas, mais pour le contenu, elle fait souvent du maquillage. Elle a même une marque qui s'appelle Rhode. Et elle fait souvent ses contenus sur ça. Et je suis souvent son make-up sur ça. Voilà. Ok. Et tu as déjà donc été influencé par elle pour acheter après des produits ou pas? Non, pas encore. Non. Toi, tu as déjà été influencé par un influenceur ou tu t'es dit, tiens, je vais passer à l'action de l'achat ou acheter ça pour ça? Oui. Ouais. Oui. Ça t'est déjà arrivé? Pour quel type de produit? Par exemple, il y a la DJI Osmo Pocket 3, c'est une caméra qui nous sert à faire des vlogs. Chaque fois quand j'en vois, j'en ai une. Quand je vois dans mes portages, je me dis il me la faut. Et j'ai pas encore craqué, mais bientôt c'est pour bientôt. Donc, parce que tu la vois beaucoup de fois. Beaucoup de fois, et, les avis que les gens ils donnent sur ça. Et moi je me dis ça peut être super intéressant pour moi qui veut créer du contenu dans un premier temps et voir si ça peut être intéressant aussi. Donc c'est pour ça. Trop bien. Est-ce que ça marche vraiment le marketing d'influence? Bonne question. On aurait tendance à dire que oui. Je n'ai pas de chiffres précis qui viennent dire oui, ça fonctionne, non, ça fonctionne pas. Je pense que l'indicateur qu'on peut avoir, c'est est-ce que les marques continuent d'investir dans le marketing d'influence ou pas. Et
elle continue largement. Là où on pourrait se dire que l'autre modèle économique des réseaux sociaux, qui est la publicité ciblée, beaucoup de marques ont investi dedans massivement, mais on n'a pas forcément de preuves non plus que ça fonctionne. Et je pense qu'il y a une intuition qui doit être la bonne, qui est qu'une fois que le contenu est vraiment imprégné dans un contenu qu'on aime regarder, avec une personne qu'on apprécie, dans un univers, dans une esthétique qu'on apprécie, et que finalement on voit plus le produit être utilisé, ou vraiment même plutôt ce qui renvoie comme image, comme valeur, comme style en fait de vie que ça pourrait nous amener, c'est plus efficace que la publicité à l'ancienne où on va comparer deux produits de lessive et nous convaincre de l'efficacité ou de la valeur du produit, quoi. Parce que c'est plus authentique. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, dans la mode, que quelqu'un qui présente un produit ou un vêtement va avoir un avis qui sera plus réel et plus authentique qu'une vraie publicité? Oui. Oui. Ouais. Vous dites que la personne le pense vraiment. Oui, exactement, parce qu'il essaye le produit de lui-même, il a son avis, et à travers son avis, on peut directement fixer nous aussi notre avis de si on peut évidemment aimer ou pas du tout. Ça va assez rapidement, on le voit assez vite, comme la dame disait, sur le fait des anciennes publicités avec les anciennes publicités, les nouvelles, avec ici, on sait directement si on aime ou pas à travers ce qu'on voit. Parce que c'est plus ça paraît plus sincère. Exactement. Il y a la sincérité, il y a le côté on voit vraiment le produit dans un contexte où on peut s'identifier. Et oui, je pense qu'on est vraiment aussi sur une logique en fait d'image de marque. C'est pas parce qu'on va voir la marque immédiatement qu'on se dit j'ai découvert ce nouveau produit, donc je vais aller l'acheter. Mais à force de voir avec un super VPN, c'est NordVPN, peut-être qu'on ne savait même pas qu'on avait besoin d'un VPN avant. Et peut-être qu'un jour, la répétition et en fait, c'est pas nouveau dans la publicité. Coca-Cola a vraiment construit tout son marketing là-dessus. Quand on pense à j'ai envie d'un soda bien frais, un peu sucré, on pense plus à Coca parce que voilà, on l'a vu dans tellement de contextes et ça arrive que ça, voilà, un petit peu inconsciemment, on pourrait dire, ça nous donne plus envie qu'une marque qu'on ne connaît pas, quoi. Mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a un glissement des pubs plus traditionnels, classiques, vers le marketing d'influence et même maintenant vers l'UGC. Donc c'est les User Generated Content. Donc c'est les marques qui essayent d'influencer pour que ce soit les utilisateurs qui fassent des vidéos et qui fassent du contenu directement sans forcément être rémunérés, mais ils essayent d'influencer ça. Donc ça vous parle aussi, ce genre de contenu, et vous en ferez ou pas? Non, pas moi. Pas encore. Toi, bien? Oui, peut-être bien. Si tu as ton Osmo Pocket, oui, tu feras certainement une vidéo sur le fait que tu as une Osmo Pocket. Oui, exactement. Et qu'elle marche bien. Je pourrais donner mon avis directement et aussi donner mon avis à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de recevoir ça dans leur portefeuille. Et vu les gens qui me suivent et moi que je suis, c'est un circuit qui va faire en sorte que ça va tomber eux aussi dans leur portefeuille. Ils seront influencés par... Mais c'est un vrai avis, quoi. Oui, c'est un vrai avis. Ça l'idée. Exactement. Mais par contre, est-ce qu'il y a des dérives éthiques, surtout dans la mode et dans le monde de la mode, dans l'industrie de la mode, par rapport à l'affluence? Alors, on peut en voir. Oui, il y en a dans le marketing, on va dire en général. Et ici, le modèle économique des réseaux, forcément, fait qu'un grand nombre de personnes se lancent dans ce métier. Le moyen de gagner de l'argent le plus rémunérateur, c'est de faire du placement de produits. C'est souvent le contenu est même orienté autour des produits qu'on va montrer. Par exemple, quand on est influenceur ou influenceuse mode, on va devoir montrer des nouveaux vêtements. Et en fait, pour créer du contenu, on doit amener des nouveaux biens de consommation à mettre en avant et on va générer plus de désir de consommer. Donc, disons que c'est pour ceux qui vendent
les produits, c'est un super système, ça gonfle. Et disons que les tendances bougent de plus en plus vite. Et on pourrait dire une des dérives la plus grande à laquelle on pourrait penser, c'est la fast fashion aujourd'hui, où là forcément, et je pense que personne n'est dupe de la catastrophe écologique et sociale que c'est, mais en même temps c'est moins cher. En même temps, on a envie de pouvoir travailler son style, affirmer son style, c'est disponible, c'est présent, et il y en a plein qui le font. Enfin, on n'a pas forcément envie de se flageller en tant que consommateur, et on n'a pas forcément, surtout quand on est jeune, les moyens d'acheter des choses peut-être plus chères. Et disons que c'est un modèle qui repose très très fort sur le marketing d'influence et sur le fait qu'on suscite souvent le désir de changer les trends. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle le over-consumption core, qui sont carrément des trends TikTok où les gens vont mettre en avant tous leurs achats. Quoi. Donc, c'est vrai que Shein est fort présent sur TikTok. On voit souvent passer ça. C'est clair. On va passer maintenant à la deuxième vidéo, celle de Jean, qui parle donc de placement de produits. On regarde ça, c'est parti. Et tu vois comme ça? Je sors. Ah là là là. Le style, c'est primordial. Ça te définit. Allez, suivant. C'est une manière d'exprimer tes pensées, tes émotions et tes sentiments. T'as pas besoin de grand chose dans ta garde-robe. Un t-shirt blanc, noir, un jean simple, noir, plutôt habillé, ou en cargo. Et c'est pantalon slim alors. T'aimes pas? Je disais donc, un pull à capuche gris, noir, un pull simple, un cardigan, un bombers, une veste en cuir et une petite pièce qui fait la différence. Voilà. Vous pouvez rajouter une belle montre, des bijoux, une petite paire de lunettes pour le côté intello et une belle paire de mocassins. On t'a déjà frappé? On dit que tout est mieux en noir. Et n'oublie pas, affirme tes goûts, tes choix et ton humeur. D'ailleurs, tu vas où comme ça? À la boulangerie? Le style. Et d'ailleurs, dans le chat, les gens sont d'accord avec nous. Ils pensent que ce qu'on dit est vrai. Donc, c'est bien pour le chat. Pour toi, c'est quoi le placement de produit dans cette vidéo? Déjà, sur le parfum Lacoste. Et sur on voit bien à l'écran. Oui, qu'on voit. Et sur la montre, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, où il a soulevé son manche, on voyait la petite montre. Même, c'est assez rapide, mais on ne le voit pas bien. Mais on sait quand même que c'est. Voilà, vite, c'est un placement de produit assez. Oui. Mais est-ce que. Moi, j'aimerais savoir la définition d'un placement de produit. Parce que est-ce qu'un placement de produit, c'est quelque chose qu'on te paye pour faire ou pas? Tu vois? Est-ce que pour toi, c'est ça ou pas? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on met un produit, c'est un placement de produit? Est-ce que tu penses qu'il a été payé pour chaque placement de produit? C'est ça l'idée? Peut-être pas pour chaque placement, mais pour peut-être celui-ci, on peut se dire que oui, il a été payé pour... Certaines, peut-être. Oui, ou peut-être, on ne sait pas, mais on peut se dire qu'il a été payé pour faire ce placement de produit. Mais c'est assez discret, ça reste assez discret. Ça reste discret. Ouais. Donc, plus ou moins discret. Plus ou moins discret, oui. Est-ce que c'est ça, un placement de produit? Oui, un placement de produit, donc c'est quand il y a une rétribution, quelle qu'elle soit. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être le fait qu'on nous ait offert un produit en cadeau ou quoi d'une marque, et qui fait qu'en échange de cette rétribution, on va mettre le produit en avant. Alors, le plus souvent, ça se passe dans un cadre encadré. Les marques, il y a des contrats, il y a des briefs, il y a plein d'éléments de ce style-là. Mais parfois, pour des influenceurs qui débutent, par exemple, dans certains cas, on est sur des choses un peu plus floues, quoi. Tiens, si je vais dans tel resto, qu'on m'offre ce super bon burger que j'ai envie de déguster, mais qu'en échange, je ferai... normalement, il faut l'indiquer, en tout cas en Belgique, au niveau de la réglementation, ça doit être mis clairement. Et donc là, on est dans un placement de produit. Ok, il y a une régulation, il y a des règles qui doivent suivre.
Oui, théoriquement. Et moi, c'est un truc qui m'avait... Donc, j'ai regardé la vidéo, j'étais hyper curieuse, je connaissais pas ce compte-là, et je vais pas si souvent sur TikTok. Et j'étais étonnée de voir nulle part sur cette vidéo la mention partenariat rémunéré ou collaboration Parfois, commerciale. c'est écrit produit offert à Ouais. la fin. Dans Mais- les descriptifs, c'est souvent écrit. Ou peut-être Oui, mais chez lui, pas beaucoup. peut-être. En fait, c'est ça qui est marrant. Oui, Donc en fait, on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop. Alors Peut-être. Lacoste, du coup, j'ai un peu investigué. Je fais de l'éducation aux médias, j'aime bien un peu creuser. Donc j'ai été quand même voir pas mal de trucs de sa chaîne. Et par exemple, Lacoste, dans des posts précédents, il a clairement fait un contenu pour Lacoste où il n'y a pas la mention collaboration commerciale, mais il mentionne Lacoste. Quoi. Il met @ Lacoste. Donc là, on comprend, c'est beaucoup plus clair. Donc le fait que ça revienne là, on peut imaginer que ce soit un truc suivi. Il mange un paquet de chips Lay's au Lay's. début. Je me suis demandé, est-ce qu'il aime bien les Lay's ou est-ce que... C'est juste C'est un pas- accessoire. Voilà, c'est pas très Mais- clair. Et bon, normalement, il y a une réglementation. Ça montre aussi, déjà, elle n'est pas pareille dans chaque pays. Et il y en a une en France qui est un petit peu plus restrictive qu'en Belgique, parce Ah qu'il y a une loi qui date de 2023 qui s'attaque vraiment à cette question de publicité déguisée. Or, en Belgique, c'est basé sur d'anciennes réglementations et c'est plus de la régulation, on va dire. C'est-à-dire que c'est un lien de confiance entre les créateurs de contenu et les organes qui les accompagnent, comme le CSA ou le jury d'éthique publicitaire. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que mais là, c'est ce que je me suis demandé, je me suis dit, est-ce qu'il est basé en France? Est-ce qu'il est basé en Belgique? Puis il s'adresse à des publics de différents pays. Mais en même temps, s'il ne respecte pas les règles, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et honnêtement, je pense qu'il y a encore très peu de répercussions. En France, ça commence un peu plus, mais il faut quand même qu'il y ait un signalement et un problème. Ok, donc ils peuvent avoir des amendes, être. En cette France, manière-là. c'est bien le cas. En Belgique, sur base du code économique, théoriquement, oui, mais je pense qu'à nouveau, ça se joue plus dans le dialogue et dans l'information des influenceurs. Pourquoi, en fait? Parce que là, récemment, il y a une étude Reach, qui est une étude sur les influenceurs, qui montre qu'en France, donc sur leur panel, 92% des utilisateurs trouvent ça vraiment important que les placements de produits soient annoncés. Donc, les influenceurs, influenceuses n'ont pas tellement d'intérêt à faire du partenariat, des choses déguisées, parce qu'en fait, la transparence plaît en général à leur public. Et donc, c'est là que le principe du dialogue peut, pour ceux qui sont bien intentionnés, on va dire, peut déjà être une bonne première piste. Oui, et puis c'est vraiment ce qu'on disait tantôt, c'est l'authenticité qui marche en fait. Ouais. Exactement. Et est-ce que pour vous, les placements de produits donc, marchent peut-être moins que des tests de produits, etc. Parce que les placements de produits, on ne va pas vraiment voir l'avis qu'a un influenceur dessus. C'est juste parce qu'il va le placer et on va voir qu'il l'utilise, c'est tout. Est-ce que vous, ça vous influence? Est-ce que vous dites que ça vous influence parce qu'une telle personne a ça et donc ce serait bien de l'avoir ou pas? Pas directement, en tout cas. Le placement de produits, enfin, on ne voit que le placement de produits. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment cette envie là de consommer le produit directement. Et pourtant, quand c'est autre chose, on a vraiment, quand ce sont des avis, on a vraiment cette envie de vouloir vraiment de nous-mêmes aussi avoir un avis, de se faire un avis de nous-mêmes, de savoir ce que c'est. La curiosité. La aussi, curiosité, quoi. exactement. De Ok. voir à quel point, de la façon aussi, l'influenceur a promu le produit, de voir si c'est vraiment top à ce point, comme il a dit. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner justement aux jeunes pour naviguer dans cet univers-là du marketing d'influence, du placement de produits, etc. Oui, il y en a certainement. Et à mon avis, je pense qu'il y en a pas mal qui sont déjà intégrés. Bon, Ouais. je dirais que les premiers conseils, c'est d'éviter tout ce qu'on va ranger dans la case des placements de produits douteux, problématiques, les arnaques, etc. C'est des conseils de base. Une offre qui est vraiment un peu trop belle pour être vraie, allez creuser un petit peu plus. Il y a tout ce qui est produit dropshippé. Ça ne veut pas dire qu'on va pas recevoir un produit, mais on va payer excessivement cher pour quelque chose de piètre qualité. Mais dans les autres conseils, c'est finalement, je pense déjà apprendre à les identifier, à identifier les codes et à identifier l'intention. Parce que mine de rien,
c'est pas grave, je pense, d'être influencé. Mais en attendant, je pense qu'en tant qu'être humain, on aime toujours se sentir un petit peu maître de soi-même, garder un libre arbitre et ne pas être manipulé non plus par des marques. Et donc, pouvoir se sentir qu'il y a une forme de transparence, se dire, tiens, ça, je comprends dans quel cadre ça se trouve. Je comprends que c'est une promotion commerciale. Du coup, je prends un peu plus de distance une fois que je le comprends. Parce que soit l'esthétique me plaît, mais ok, j'en prends conscience et je réfléchis peut-être après à l'impact émotionnel que ça a eu sur moi. Soit il y a un discours tenu par les influenceurs sur le produit qui fait que c'est le produit qu'il faut avoir, mais je prends à nouveau un peu de distance. Je prends un exemple, ça me fait un peu rire parce que ça me fait rire et vraiment sans aucun jugement, mais j'ai découvert l'année dernière les gourdes Air Up. J'étais au contact d'étudiants à ce moment-là et puis ils arrivaient en cours avec la gourde Air Up et là aujourd'hui on avait une activité dans une classe et c'est marrant parce qu'une des élèves disait par exemple pour Air Up on peut trouver ça en fait moins cher sur Amazon, on peut trouver des bons plans. Et moi, je me suis dit, c'est marrant quand même, parce que Air Up a créé un nouveau besoin. Avant, on n'avait pas besoin de cette eau avec une espèce, j'ai oublié leur pitch marketing, de la rétro-olfaction. Et enfin, c'est très bien. En soi, il y a plein de produits dont on n'a pas besoin. Hein. C'est pas l'idée que chaque achat doit être un besoin. Mais quand même, parfois, on ne prend pas de distance sur, tiens, en un an, parce qu'il y a eu vraiment un marketing hyper bien fait et massif, on se retrouve à juste se dire, ah oui, je peux comparer les prix pour ce truc qui, en fait, à la base, n'était pas tellement un besoin, quoi. Ouais, il en est devenu un. Clairement. Cool. Je vais vous proposer un petit jeu maintenant. Justement, est-ce que tu achètes ou est-ce que tu achètes pas ? Je vais vous montrer une série de vidéos. On regarde ça, c'est parti. Donc le principe, c'est que je vous montre un exemple d'un influenceur et puis vous me dites si vous achetez ou vous n'achetez pas la marque avec laquelle il a travaillé. Ok ? Premier exemple. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. NordVPN, qu'est-ce que c'est ? Je vais dérouler d'une traite, il n'aura même pas besoin de dire, j'ai déjà oublié tout ce que c'est. Non mais tu vas en avoir besoin au Japon parce que ça te permet de changer ta géolocalisation, ça vous connaissez. Tu vas être là-bas, tu vas dire tiens je vais regarder par exemple le Big Deal que tu adores. Comment tu vas regarder parce que Japon il n'y a pas Big Deal aussi. Je vais utiliser un NordVPN, je vais faire croire au Japon que je suis en France. Globalement tous les Japonais. Sachez que parfois je l'utilise en France pour faire croire que je suis aux States pour avoir du contenu américain. Je pense que effectivement le NordVPN, c'est devenu classique. Ça a envahi YouTube. On le voit partout. Est-ce que vous, le fait d'en avoir vu tout le temps sur YouTube, si vous consommez YouTube, est-ce que ça vous a influencé ? Est-ce que vous achetez ou pas NordVPN ? Moi, ça m'a influencé une fois. Ouais. J'avais vu dans une vidéo d'un créateur de contenu, il s'appelle Mastu. Et en fait, il était en train de... je voulais essayer parce que je voyais tout le temps, il faisait tout le temps le même avec NordVPN. Du coup, je voulais essayer, j'ai installé. Et en fait, c'est une arnaque. Parce qu'il faut payer déjà. Bah oui, c'est payant. Sinon... Oui. Mais moi, je pensais que c'était gratuit au début. Okay. Du coup, moi, j'installe et tout. Et je vais sur Netflix pour voir et tout. Mais déjà, en plus, je vais sur Netflix, je regarde et tout. Ça marche pas. J'étais un peu... Ça m'a fait perdre du temps, du coup. Ça t'a fait perdre du temps. Et sur Netflix. Mais tu l'as quand même testé, quoi. Oui. Ouais. Et toi, c'est vrai. T'as testé ? Jamais. Toi non plus. Moi, j'ai craqué une fois sur NordVPN. Pendant le Covid, il y avait vraiment des séries que je voulais voir. Ça a fonctionné pour moi de pouvoir les voir dans d'autres pays. Oui. Ça a éveillé un besoin aussi où tu te dis, si je veux y arriver, c'est le produit qu'il me faut. Il y avait quelque chose un peu compulsif, et aussi soutien aux créateurs. Là, c'était un du coin qui n'est plus maintenant sur YouTube, un créatif. Oui. Il a changé, il s'appelle maintenant, mais donc un liégeois. Et il y avait aussi un côté, j'hésitais depuis un moment et je me suis dit là, je craque parce que c'est son code promo à lui. Mais aujourd'hui, j'ai de nouveau un VPN, mais j'ai un peu mieux comparé les offres du marché. Ouais, c'est ça. Donc il y avait un besoin un peu, mais disons que j'ai plus craqué sur le premier truc venu, quoi. Ouais, voilà. Epic dans le chat nous dit aussi que j'ai NordVPN et c'est carrément à cause du matraquage. Donc oui, c'est devenu le VPN numéro 1, celui auquel tout le monde pense, quoi. C'est le truc. On va regarder le deuxième exemple maintenant.
sur un extrait de Kaizen d'Inoxtag, dans lequel il y a énormément de placements de produits. On a ce hyper beau zoom bien fait sur une chaussure Nike, une séquence qui est incroyable. Enfin, c'est hyper joli, je trouve. Il y a aussi Deezer qui est dedans, donc voilà. Là, on est plus sur un placement de produit. Est-ce que vous, ça marche ou pas, ce genre de contenu? Pour moi, ça ne marche pas. Non, t'achètes pas les Nike pour ça? Non, pas du tout. C'est pas ce... Enfin, de mon point de vue, ça m'influence pas terriblement. Quand je vois juste pour voir après, j'ai pas trop d'envie, ça nécessite pas une grande envie chez moi pour acheter. Donc, moyen, voilà. Et pour toi? Non, pas Moi du tout. plus. Juste parce que c'est bien fait. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Mais donc, Et toi, Valentine? Je pense pas que ça m'influence, mais par contre, quand j'ai vu Kaizen, quand on connaît le budget d'une vraie publicité, un truc aussi bien léché, je me dis que ça doit avoir un minimum d'influence parce qu'il a dû avoir son petit billet, quoi. Là, vraiment. Bah oui, et puis ça a été vu des millions et des millions et des millions de fois, donc Oui. on en a parlé en plus partout. Et c'est sûr que dans le reportage, Nike, North Face est présent tout le temps, quoi. Ouais, mais je trouvais que celui-là, ce qui était particulier, c'était presque une rupture dans le film. Ah Quoi. oui. Changement d'esthétique, changement de style. C'est presque comme s'il y avait une pub à l'intérieur. Et donc, il y avait quelque chose d'assez marquant à ce niveau-là. Et donc, sans doute, un gros budget pour aller avec toute cette team dans l'Everest. C'est sûr. Grâce à ça, quoi. Exactement. On va regarder le 3e exemple. C'est parti. Revolut est le sponsor de cette vidéo. Qu'est-ce que Revolut, les gars? C'est une banque en ligne gratuite, ça vous prend 5 minutes pour créer un compte. Et ils font ces petites cartes bleues. Les gars, c'est un lien avec la vidéo puisque Revolut, c'est un peu genre la carte bleue cool pour voyager. Très idéal, je crois que tu connais en plus. Je connais bien, je suis allé en Thaïlande il y a pas longtemps avec ça, c'est génial. Raconte pas ta vie. Parce qu'il n'y a pas de frais quand vous payez à l'étranger ou quand vous retirez de l'argent. Et ça, c'est toujours agréable, non? C'est vrai que les frais chiants. Et aussi, tu sais, les taux de change à chaque fois quand tu veux, je sais pas, convertir tes euros en yens. Tout le temps. Des fois, ils te baissent sur le taux de change. C'est ça. C'est gros loupard. Et ben, avec Revolut, via l'appli, tu as tout de suite le meilleur taux de change disponible. Merci pour ça. C'est des petites cartes métallisées, mais vous pouvez aussi les customiser avec d'autres couleurs. Ah, c'est cool là. Celle-là, elle est très chic. Vous pouvez aussi gérer votre budget au quotidien depuis l'application Revolut sur votre téléphone. Et des fois aussi, tu peux avoir avec Revolut, avec les cartes Revolut, du cashback sur genre Amazon. J'ai très peur. Bref, merci de sponsoriser la vidéo. Comme ça, on va pouvoir payer plein de voyages au Squeezos. Vous pouvez télécharger l'appli via mon lien en description. Il vous offre 20 €. Et il y a aussi 5 personnes parmi vous qui gagneront 1 000 €. Il y aura un tirage au sort. Ça, c'est voilà, parmi tout ça. Imagine celui qui gagne 1 000 €, c'est un mec qui part en vacances en plus. Ça devient un bon moyen pour attirer les gens d'avoir les 20 €. Est-ce que ça, vous achetez ou pas? Non, moi, j'ai pas acheté. Ouais. Je sais, mon petit frère, je sais pas si... Mais il a acheté la carte. Et elle est bien, il l'utilise toujours d'ailleurs. Ok, et toi? moi, clairement, j'achète. Ouais. Pour les 20 €? Oui. Aussi. Aussi pour les 20 €. Et, quand ils disent ta facilité à faire plein de choses, on a sur le taux de change. Donc, du coup, moi, clairement, j'achète, je pense, directement. Et oui, mais moi aussi, je l'ai fait pareil que toi. Oui. Et aussi avec une vidéo comme ça où il y avait un code pour avoir les 20 €, parce que je me suis dit, le produit est génial pour partir en vacances, c'est terrible. Il y a plein d'autres services qui sont pas mal. Et en plus, tu as 20 balles, donc ça te coûte rien. Donc il y a vraiment un incitatif. Donc pour moi, ça marche assez. Et pour toi? Alors pour moi, personnellement, ça marche pas du tout. Mais voilà, on est différents. Hein, et moi, ce genre de logique, j'y vois tout de suite. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On me donne 20 €. Et voilà, l'incitant, je m'en méfie un petit peu. C'est de ça dont on doit se méfier? Je pense que de toute façon, rien n'est jamais gratuit dans ces logiques-là. Et alors, ça veut pas. Je suis persuadée, un peu comme dans les jeux gratuits, des trucs comme ça, que c'est des stratégies où il suffit qu'un petit pourcentage des gens qui achètent deviennent des personnes qui gèrent pas si bien leur argent ensuite et se mettent dans des logiques vraiment un peu plus compulsives, soit de jeu, soit d'achat. Il suffit peut-être de certains utilisateurs qui tombent dans une consommation qui ne leur est pas bénéfique pour que ça couvre l'investissement pour la marque. Et donc peut-être que beaucoup de personnes sont capables de ne pas tomber là-dedans. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a toujours un risque dès qu'on est dans de la promotion comme ça, quand on s'adresse à un large public, de pouvoir avoir... d'inciter à des comportements qu'on n'aurait pas fait sinon. Mais oui. Comme ce qu'on disait, il faut être conscient et y réfléchir, quoi. Oui, et je pense qu'en éducation aux médias, parce qu'on parle souvent des influenceurs, mais en fait, je pense que ce qu'on ne déconstruit pas assez souvent,
c'est les logiques de marketing en général, sur les sites de vente, sur les plateformes, parce que finalement, je pense que les influenceurs restent assez... ils essayent quand même de prendre soin de leur image par rapport à leur communauté. Et certains sont dans des pratiques douteuses, mais la grande majorité, ça va. Mais les logiques marketing des marques derrière, il y en a qui sont très bien rodées, quoi. C'est ça. Un quatrième exemple, on regarde ça. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Grâce à votre soutien, j'ai pu être la première française à imaginer 4 modèles exclusifs de chaussures. Alors maintenant, à vous de me raconter votre histoire. Cette nouvelle collection Adidas, elle est pour vous. Alors, Léna Mafouf, qui a plié le game en termes d'influence, en France en tout cas. Et en plus, on parle de mode. Est-ce que ça vous influence, ça? Est-ce que vous achetez ou pas? Moi, ça a failli m'influencer. Ouais. J'ai failli acheter. Mais après, il y avait plus, du coup, je pouvais plus acheter. Mais ouais, j'ai acheté, surtout parce que c'est Léna Mafouf. Du coup, voilà. C'est pour ça que ça t'attire? C'est parce que c'est elle et que tu la suis, que tu la connais et que du coup, je voulais acheter, la soutenir, ouais. Ah, pour la soutenir aussi? Ouais. Ok, cool. Et toi? Moi, dans un premier temps, j'achèterai pas. Dans un premier temps, bien évidemment. Je vais attendre que tout le monde se lance, plonge dans le produit et qu'il donne vraiment un avis. Après, moi aussi, je vais plonger dans le tas. C'est comme ça que... D'abord attendre les avis des autres. D'abord attendre les avis des autres et plonger dans la suite. Et pour toi, Valentine? Moi ici non, mais par contre la logique de soutien je la comprends. J'ai déjà fait dans certains cas en me disant soit je donne un abonnement, soit parfois il y a un produit et c'est aussi pour le soutien. Et c'est intéressant de voir, je trouve que ça me rappelle un peu le cas, la première vidéo qu'on a vue de Hailey Bieber, où on est beaucoup dans du personal branding, quoi. Elles ont leur propre marque, elles sont vraiment devenues elles-mêmes presque une marque, quoi. Ok, dans le chat, ils sont pareils aussi à dire, surtout Madram et Naipik là, qui dit que oui, c'est cette logique de soutien à quelqu'un. Et c'est vrai qu'en tant que créateur, ça marche beaucoup, et même sur Twitch, il y a beaucoup de systèmes de soutien aux créateurs. Pas forcément en achetant des produits, mais en suivant, en prenant des abonnements, etc. Donc pour les aider à continuer, c'est sûr que ça peut hyper aider. On va prendre un dernier exemple. Salut les gars, aujourd'hui c'est la sœur de Léonie qui fait sa voix off et visiblement elle a pas l'air rassurée. Alors on commence avec une petite eau micellaire pour nettoyer la peau. Alors là elle met sur le petit coton, elle étale pour que la peau soit propre, tu connais. Alors là on passe au second produit de la même gamme, j'ai l'impression. Celui-ci elle l'aime beaucoup, elle l'emmène partout. Alors visiblement ça fonctionne sous forme de bibi, ça doit être agréable. Alors j'imagine qu'elle tapote avec les doigts pour bien imprégner le produit. Elle passe maintenant un sérum qui sert à repulper la peau. Et là elle dit mon dieu qu'il est bien. Alors visiblement elle l'a bientôt fini. On peut constater que c'est toujours la même gamme Revitalife Filer, de chez L'Oréal Paris évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Alors maintenant on passe à un sérum que je connais bien car je l'ai déjà piqué. Qui sait, la prochaine fois je lui piquerai sans lui rendre. Et c'est le sérum Niacinamide de chez L'Oréal Paris. Et ma foi il a bien fonctionné sur mes taches post-imperfection. De toute façon Léonie elle met que ça. Alors celle-ci je la reconnais également. Alors pour ces placements de produits pour L'Oréal, est-ce que vous achetez ou pas? Non, je n'achèterai pas. Moi j'ai jamais testé, je peux pas tester. On est moi la cible. Valentine? Moi non, mais je peux acheter des crèmes que en pharmacie, ça détruirait ma peau. Non, et par contre, je connais pas cette chaîne-là, mais c'est marrant de voir qu'il y a de plus en plus de placements de produits qui sont placés dans un ton un peu humoristique, ironique. Squeezie fait beaucoup ça, et à se demander même comment ça fonctionne, parce qu'il y a un tel détachement. Limite, parfois ils montrent très clairement leur détachement du produit, et que qu'ils sont très clairs sur le contrat de pourquoi ils font ça, et ça a l'air malgré ça ça fonctionne. Ouais, c'est étonnant, et en même temps, ça montre justement ce détachement, encore une fois, cette authenticité qui fait qu'on n'est pas forcément là pour faire une pub. Oui, on n'a pas l'impression d'être face à un boutiquier ou une boutiquière. Il y a quelque chose un peu honnête dans le rapport. Ok. Merci beaucoup, Roule. Merci beaucoup, Jean. On va vous laisser retourner dans le public. Et vos deux compagnons de classe vont venir nous rejoindre. Il s'agit de Noémie et Youssouf. On va les accueillir et eux aussi vont donc nous montrer des vidéos qu'ils ont choisies. Bonjour Noémie. Bonjour Youssouf. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Content d'être là? Oui, ça va. Oui. Vous consommez beaucoup de créateurs de contenu sur le web, d'influenceurs.
C'est quelque chose que vous regardez beaucoup ou pas? Ouais. Oui. Combien d'heures par jour? Je crois que je suis plus ou moins à 4 heures les week-ends sur TikTok et Insta et tout ça. Pas mal. Une bonne moyenne déjà. Toi aussi? Alors moi, je suis plus sur YouTube. Et c'est Ouais. vraiment, genre YouTube, allez, sur mon téléphone, je vois les statistiques. J'ai vu en une semaine, 20 heures, un truc comme ça. Ce qui me semble un peu beaucoup. Même moi, je trouve que c'est beaucoup. Mais Oui. voilà, je consomme surtout de YouTube. Est-ce que c'est vraiment beaucoup? Parce que moi, je me dis qu'en moyenne, quand j'étais jeune aussi, la télé, c'était plus ou moins la moyenne. Je pense que c'était une vingtaine d'heures par semaine, quelque chose comme ça. C'est pas ça? Oui, On moi pense. honnêtement, c'est. Après, j'imagine qu'il n'y a pas que YouTube. C'est là, Ouais, si, c'est ça. si on additionne d'autres écrans, peut-être que ça devient beaucoup. C'est vrai que 20 heures par rapport à la moyenne de ce qu'on regardait à notre époque comme écran, ou même d'aujourd'hui par jour, c'est pas si immense. Ouais, non, Ouais. ça me choque pas tant que ça non plus. Sauf si après on additionne évidemment tout. On va commencer par une vidéo de Noémie, une vidéo éducative. On regarde ça et puis on en parle. C'est parti. Si l'histoire de la Terre s'écrivait dans un livre de 1000 pages, la vie y apparaîtrait vers la page 185. Cette vie ne serait représentée que par des cellules simples pendant plus de 700 pages. Jusqu'à l'explosion d'espèces multicellulaires des pages 870 à 880. La sortie des eaux ne se raconterait qu'à la page 916. Au cours de cette constante transformation, la planète a également subi 5 crises majeures, dont une il y a 250 millions d'années, au cours de laquelle la vie sur Terre a failli disparaître. Cette extinction de masse a entraîné la disparition de 70% des espèces terrestres et 96% des espèces marines. La planète a mis près de 10 On est millions donc d'années à s'en sur remettre une vidéo qui et à essaie de reprendre nous apprendre l'inexorable des danse choses de l'évolution, avec ses disparitions. dans laquelle il y a vraiment un contenu. Pour toi, c'est ça aussi un influenceur. En quoi est-ce que cette personne-là déjà est un influenceur pour toi? Parce que tout son contenu, c'est sur des vidéos comme ça, sur la planète, les êtres humains, les animaux. Mhm. Donc, vu que son contenu est souvent sur la même chose, pour moi, c'est un influenceur du coup. Ok. C'est la thématique qui te fait dire ça. Oui, voilà. Et le nombre d'abonnés, j'ai vu aussi que, en allant fouiller un peu, qu'il vendait un livre, il vendait des livres spécifiquement. T'avais vu ça aussi ou pas? Non, j'avais pas. Non. C'est aussi pour ça qu'on le raccroche plus à de l'affluence, parce qu'il va se servir de son canal pour aller vendre quelque chose. Oui, là en tout cas, j'avais aussi été cliquer sur ce lien. Et en tout cas, on était sur une formule très proche de ce que font pas mal d'influenceurs. J'ai pas eu accès au bouquin, mais on sent qu'il y avait un côté un peu poule aux œufs d'or pour le livre, parce que il était vendu à un relativement bon prix, avec les logiques marketing assez habituelles, moins 50%, ce genre de choses. Et donc, effectivement, là, je me suis dit pareil, que je rattache ça. En tout cas, j'ai l'impression que la personne derrière cette chaîne créer du contenu aussi pour se rémunérer, quoi. Ça, c'est pas que c'était pas juste une logique. Il y a de la création gratuite, mais là, dans ce cadre-là, ça a l'air d'être assez professionnel, beaucoup de vues, du contenu posté régulièrement, et donc on imagine qu'il y a un modèle économique derrière. Parce qu'il y passe du temps et parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il fasse ça pour rien non plus s'il prend autant de temps. C'est ça la logique. C'est la logique. Après, c'est une logique qui tend à un petit peu s'atténuer, l'idée du temps qui rapporterait de l'argent sur les réseaux, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de création de contenu généré par IA ou aidé par IA. Et donc, c'est surtout ce qui va générer de l'argent, c'est la capacité à venir capter l'attention d'un public, quel que soit le temps passé à créer du contenu. Certaines personnes mettent 6 mois à faire une vidéo sur YouTube et vont faire 1000 vues, et d'autres vont faire un vlog assez rapidement sans forcément le faire de façon professionnalisée, mais réussissent à trouver le bon créneau et vont faire plein de vues. Donc il n'y a pas d'équivalence entre l'argent reçu et le temps et l'énergie dédiée, quoi. Vous regardez beaucoup des vidéos qui vous apprennent des choses, où il y a une valeur éducative derrière? Souvent, je regarde parce que le début de la vidéo est intéressant, et du coup, au film de la ça vidéo... t'accroche? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, moi, c'est une partie de YouTube que je regarde beaucoup. Par exemple, des chaînes comme Doc7, par exemple, ou encore Hugo Décrypte, qui parle plus de l'actualité. Moi,
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu culture générale et l'histoire. Et je trouve que YouTube ou même les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'apprendre et de connaître un peu l'histoire, au dehors de l'école ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose pour apprendre. Ok, ça rend l'apprentissage peut-être plus accessible, plus proche de nous. En plus, en termes de choix, on est varié. Donc on peut regarder plus des sujets qui nous intéressent. Oui, il y a beaucoup de choix. Ah, voilà, on a beaucoup de choix. Mais est-ce que vous vous interrogez sur le fait que l'information soit fiable ou pas, si elle est vraie? Est-ce que vous vous posez la question? En fait, le problème de maintenant, c'est que souvent quand on voit un grand influenceur qui est connu pour donner des bonnes sources, du coup, on lui fait confiance aveuglément, forcément. Et c'est un peu le problème, c'est que maintenant, on fait confiance aux influenceurs aveuglément. Oui. Alors certains, oui, ils donnent des vraies infos, et on peut les faire confiance, mais il y en a que ça arrive de faire des erreurs, ou alors qui abusent justement de leur notoriété pour divulguer des fausses choses, parce qu'on sait qu'on va les croire. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, au fil du temps, c'est pas une très bonne chose, mais on a quand même tendance à croire les influenceurs parce qu'ils sont reconnus pour ça, justement. C'est très juste, il faut en être conscient, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, un exemple qui me vient en tête, ça date déjà d'il y a quelques années, mais Squeezie avait fait une vidéo intitulée « Le mystère des pyramides ». Oui. Et alors, c'est pas... On peut se dire c'est pas si grave que quelqu'un se trompe et relaye une mauvaise information, surtout que c'était pas son intention. Mais là, il y a eu des vives réactions parce que vu l'audience qu'il y a et donc vu sa responsabilité, relayer ce qu'on appelle alors de la mésinformation, parce qu'il n'y a pas volonté de désinformer, ça a un impact. Et pour toutes les personnes qui travaillent en égyptologie et les professionnels vraiment de ces thématiques, venir ensuite déconstruire les fausses idées qu'il y a là, c'est compliqué. Et en même temps, avec Squeezie, ce qui est complexe, et je trouve que ça me fait un peu penser aussi à l'exemple de vidéo qu'on a là, parce que finalement, j'ai l'impression que son intention quand il fait ce genre de vidéo, c'est pas uniquement de se dire je vais vous faire un cours, je vais informer, mais aussi un côté un peu inspirant, un petit peu. Squeezie, il jonglait même un petit peu avec les codes du complotisme, mais dans l'idée pas je vais vous dire des infos complotistes, mais plutôt on se pose des questions, il y a des mystères, on ne sait pas trop. Et c'est tous ces codes-là qui sont très attractifs, attirants. En tant qu'humain, c'est normal, on aime bien le mystère, on est curieux. Mais du coup, il est dans un genre un petit peu mixte, mais où ça va avoir un impact. Il joue un peu sur les deux tableaux. Parce que derrière ça, après, des gens se demandent encore vraiment, est-ce que c'est pas des extraterrestres qui ont dû venir aider à construire les pyramides? Alors que si vous vous posez la question, suite à la vidéo de Squeezie, il y a eu des vidéos super bien faites où il a pris la peine de les mettre en avant, de personnes, d'influenceurs et d'influenceuses qui vulgarisent l'histoire, l'archéologie et tout ça, et où il y a des hypothèses beaucoup plus probables, évidemment, qui sont mises en avant. Clairement. Ils ont donc une responsabilité, ces créateurs de contenu? Alors oui, surtout en fonction de leur audience, je dirais. Et l'ennui, c'est que d'une certaine manière, on a la liberté de s'exprimer, de produire du contenu, la liberté de se tromper. Et donc, si on est sur des plus petits créateurs et créatrices, quand il n'y a pas une volonté, une intention de dire des choses fausses, parfois il y a aussi une paresse, mais c'est aussi d'une certaine manière devenu notre responsabilité individuelle, mais aussi collective, de s'assurer de ce qu'on consomme. On n'est pas tous des journalistes fact-checkers à un moment. Enfin, on n'a que 24 heures sur une journée et il faut être aussi intéressé par les choses. Mais c'est garder une juste distance critique, quoi. Se dire, tiens, je suis face à un contenu, je suis pas sûre, je peux écouter, mais je vais pas prendre ça pour argent comptant. Et si ça m'intéresse vraiment, j'irai creuser un peu plus loin, mais je garde un peu de distance, quoi. Ok. Oui, non, c'est juste. Enfin, oui, c'est un peu ce que tu dis aussi, Youssouf, de garder ce regard critique. Donc, top. On va d'ailleurs regarder ta vidéo maintenant, qui est sur un scandale. On regarde ça et puis on en discute. Logan Paul a sorti un vlog ce mardi 2 janvier 2018 où il montre en gros plan une personne qui s'est suicidée au Japon dans la tristement célèbre forêt d'Aokigahara, autrement appelée Suicide Forest. Avant de vous expliquer avec son groupe de potes, il avait en tête de faire une sorte d'expédition dans un lieu hanté, ramenant carrément une tente comme s'ils allaient camper comme des scouts, sauf que ce n'est pas un simple manoir. Il est connu qu'au Japon, le taux de suicide chez les jeunes est un des plus hauts du monde, et cette forêt près du mont Fuji est un lieu où on retrouve énormément de jeunes mettant fin à leur vie dans cette forêt. Ce n'est donc pas une simple
simple maison avec une ancienne histoire, mais bien un lieu très sombre et surtout actif encore aujourd'hui. Déjà, on peut voir qu'il est là le problème. Le fait qu'il ait découvert un corps, c'était limite prévisible. En 2010, on a recensé 200 suicides dans cette forêt. Ça fait plus d'1 par jour. On peut même se demander si ce n'était pas ça le but initial de leur expédition. Mais là où ça a fait vraiment scandale, c'est à quel point ils ont été irrespectueux avec la victime. Oh, what the f am I looking at? This is very, dude, his hands are purple. He did this morning. This morning. Oh no, I'm so sorry about this, Logan. This was supposed to be a fun vlog. I don't feel very good. Yeah, I don't feel good. What, you never stand next to a dead guy? No. What the f is going on? I don't know, dude. I don't Why? We found a dead body. Filmant en gros plan les mains du corps pendu, le corps en entier, balançant des blagues, floutant à moitié le corps, sourire aux lèvres, des rires, s'extasiant sur la découverte, et tout ça à côté d'un jeune homme qui s'est suicidé. Complètement fou. Imaginez la famille de la victime tombant sur ce vlog. Imaginez tous ces gamins fans de Logan regardant sa vidéo. Ils sont tellement admiratifs que pour eux, ce genre de vidéo c'est normal, vu qu'ils lui font confiance. Ils font directement confiance à son contenu. Et ça, c'est un très gros problème parce que ça normalise quelque chose de néfaste. Beaucoup de choses choquantes dans cette vidéo et évidemment ça fait un énorme scandale. Pour toi justement, est-ce que les influenceurs doivent être parfaits et les créateurs de contenu doivent être parfaits ou pas, ou est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur aussi? Moi je pense en tant qu'influenceur, ou alors célébrité ou quelqu'un de public, alors personne n'est parfait évidemment, mais tu dois essayer de montrer le bon côté dans tous les cas, et de faire le moins scandale possible, de ne pas faire de conneries aussi. Évidemment, ça arrive de faire des erreurs, mais après, je trouve qu'il y a des erreurs à différents degrés aussi. Déjà, si c'est sa faute ou pas, ou alors autre chose. Oui, là, on peut se dire que c'était plus ou moins conscient, quoi. Mais voilà, en tant qu'influenceur ou personnalité publique, tu dois donner une bonne image, surtout s'il y a des jeunes qui te suivent. Logan Paul qui a été suivi par beaucoup de jeunes aussi. Donc, il a sa part de responsabilité. Donc, au moins, s'il fait des erreurs, au moins qu'il admet, qu'il s'excuse. Et puis voilà, mais en tout cas, oui, il doit se montrer le plus parfait possible, même si évidemment personne n'est parfait. Là, la communauté a fort réagi. Tu aurais réagi aussi comme ça face à cette vidéo-là, Noémie? Oui, plus ou moins. Enfin, j'ai pas vu la vidéo. Tu l'as pas vue en entier? J'avais pas, je connaissais pas le truc. Mais ouais, j'aurais réagi pareil. Enfin, c'est pas des choses qu'on montre sur les réseaux, surtout en sachant qu'il y a des enfants et tout ça. Enfin... Exactement. Et d'ailleurs, je cite dans la vidéo, il dit ils sont tellement admiratifs que pour eux, ce genre de vidéo, c'est normal, vu qu'ils ont confiance et ils font directement confiance à son contenu. Et ça, c'est un très gros problème puisque ça normalise quelque chose de néfaste. C'est un peu ce dont on parlait tantôt, que voilà, ils ont donc une espèce de responsabilité. Oui, tout à fait. Et puis ici, je pense que sur des années de YouTube, c'est un des plus gros scandales, parce qu'un des youtubeurs les plus connus, qui fait le plus de vues, et une norme qui est transgressée, qui n'est pas rien. Montrer un corps mort, en plus effectivement avec une audience mineure. Donc les réactions étaient attendues, logiques. Dans certains cas, on pourrait se poser la question du degré, de la subjectivité, du « ah mais oui, ça va me choquer plus ou moins ». Disons qu'il y a des normes sociales plus fortes qui sont normalement là pour ne pas être transgressé. Et donc voilà, là on est dans un cas assez extrême, mais pour autant, moi, ça me fait me poser des questions toujours sur le modèle économique de ces plateformes, parce que d'une certaine façon, mais on se demande, dans le cas de scandales comme celui-ci, mais d'autres aussi, s'il n'y a pas parfois une logique de bad buzz qui est alimentée. Alors, je ne dis pas que c'est le cas ici. Utilisé pour faire des vues? Qui est utilisé pour faire des vues, parce qu'en fait, tout contenu qui va devenir choquant va être polarisant. Polarisant, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à réagir parce que ça les dérange. Il va y avoir du coup des débats en commentaire, il va y avoir des partages, il va y avoir, d'une certaine façon, la vidéo du roi des rats s'inscrit là-dedans, même si son discours est bien travaillé. Il reprend le contenu, il réagit, donc il rajoute du contenu là-dessus. Et tu parlais d'excuses, et alors, dans le cas de Logan Paul, on a eu droit, comme dans chaque drama ou scandale YouTube, à la vidéo d'excuses classiques, face caméra, tête un peu apitoyée, je suis vraiment désolée, et puis on passe à autre chose. Et je dis pas que
la personne, que quelqu'un qui fait une erreur sur YouTube doit être puni parce qu'elle a fait une erreur. C'est pas ça, mais c'est plus que c'est une logique qui se répète, qu'on voit beaucoup. Et pour certains, on pourrait commencer à se demander s'ils ne se mettent pas à jouer de cette logique, parce que la compétition algorithmique pour être visible sur YouTube et sur d'autres réseaux est tellement grande que ça pousse parfois à des logiques de toujours plus choquants, plus sensationnalistes, et donc à des contenus qu'on trouve problématiques, mais qui participent d'une logique dans laquelle on baigne au quotidien, en fait. C'est ça, parce qu'au-delà des collaborations commerciales, ils sont aussi payés au nombre de vues, et donc aux publicités qui viennent s'insérer automatiquement dans leurs vidéos. Oui, et alors, ce qui est important, du coup, c'est de voir est-ce que les scandales ont un effet sur la rémunération par les marques. En fait, quel scandale est à une hauteur suffisamment grande pour que des marques se disent « moi, je cesse de collaborer avec cette personne ». Et on en a eu dans le YouTube francophone, l'affaire de Norman Tavo. Clairement, lui, suite aux accusations d'agression sexuelle, de harcèlement, en gros, les marques ont stoppé leur collaboration avec lui. Et YouTube a stoppé aussi la monétisation. Et YouTube aussi. Mais voilà, c'est un qui est un peu spécialiste de ça, mais qui ne le gère pas si mal, c'est Bad Buzz, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de sincérité. C'est Thibaut InShape, qui, une fois tous les quelques mois, a une déclaration qui va provoquer un tollé, et puis il va plus ou moins s'excuser, ou en tout cas expliquer, et puis on passe à autre chose. Mais lui-même a déjà plusieurs fois expliqué que ça a été certaines années plus difficiles parce que les marques, c'est pas qu'elles sont en désaccord avec ces idées, c'est qu'elles ne veulent pas de contenu trop polarisant pour. Mais donc voilà, c'est un peu il faut trouver la juste limite. Avec la limite pour. C'est ça. Ok. Je vais vous proposer encore un petit jeu à vous. Là, vous pouvez vous servir des buzzers que vous avez devant. Je vous donne des slogans. On va voir si vous connaissez bien justement les influenceurs et les créateurs de contenu. Ok. Je vous donne des slogans et vous me dites à qui ça vous fait penser. Ça va. Ok. Normalement, il y a un geste qui va avec, mais je vais pas le faire. Donc, c'est à qui appartient ce slogan ou cette phrase. Prêt? Est-ce que c'est bon pour vous? On est prêt. C'est la première. Oui, j'étais en train de me dire. Est-ce que c'est bon pour vous? Squeezie. Squeezie. Très bien. Le fameux geste. Un point pour Youssouf. Mais oui, j'ai pas fait les gestes avec. Ok, ça va. Prochaine. C'est un slogan, une philosophie. Plus égale plus. Ouais. Pardon, Léna Situation. Très bien, il y a des rapides. Un point. Noémie, vas-y. Alors, down. Damn. Oui. Ok, damn la Thibaut InShape. Exactement. 2 points. Vous mettez votre ça. Faut vous réveiller. Bon, alors celui-là, si je le continue, tout le monde va trouver, mais donc je fais juste le début sans son prénom. Salut à tous, c'est. Vous pouvez répéter la phrase? Salut à tous, c'est. Squeezie? Ouais, non. Non. Salut à tous, c'est. Commence pratiquement toutes ces vidéos comme ça. Dans le public, on l'a ou pas? Salut dans le chat, n'hésitez pas à jouer aussi, si vous l'avez. Peut-être que je le fais mal, en fait. Non, moi, c'est bloqué. C'est Hugo là. Décrypte. Oui. Ah ouais. Elle était plus dure, ça peut être mis à tout le monde. Et la dernière, on va dire qu'elle vaut pour 3 points, celle-là. 3, 2, 1, bonsoir. Ouais. Et Carito. Bravo. Youssef, grand gagnant. C'est Youssouf. Youssouf. Je l'avais dit en plus. Désolé, t'as pas gagné du coup, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Je vous pardonne. Ce sera dans le chat. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous laisser regagner vos places dans le public et on va accueillir nos 2 derniers élèves, qui ne sont pas 2 derniers élèves, mais un élève et la professeure de cette classe de Sainte-Claire. Nous accueillons donc Andrea et Alice. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Bien. Content d'être là, content de l'expérience. Oui. Un peu stressé toutes les 2. Ah oui. C'est vrai. Ouais, non, on est entre nous et on discute. Andrea, la première vidéo que tu voulais nous montrer, c'est une prise de position. Oui. D'ailleurs, on va parler avec tous les 2 d'un peu de politique, de prise de position des influenceurs, des créateurs de contenu. On regarde ta première vidéo et puis on en parle.
Je peux pas ne rien dire face à ce qui se passe, que je considère quelque chose de très grave. C'est plus grave que de perdre 200 000 abonnés. Largement. Tu le referais? Évidemment. Il y a eu le post récent Instagram face à la montée de l'extrême droite. Moi, j'ai plein de questions à te poser là-dessus. Ah ouais? Je voulais savoir ce qui s'était passé dans ta tête à ce moment-là. J'ai du recul quand même sur le fait que c'est des sujets très sensibles, donc je l'ai écrit. Et ensuite, je me suis dit, il va me falloir 3-4 nuits de sommeil, entre lesquelles je vais le relire, dans un seul but, c'était que ça ne braque personne. Ce qui a complètement échoué, ça a braqué énormément de gens. Ça a complètement échoué. Donc j'ai écrit ce truc-là avec, donc je l'ai écrit moi. Ensuite, tu l'as fait relire quand même juste avec Théo, mon binôme Montréal, c'est tout. On était juste nous là. J'ai fait un fact-checking des infos que je donne. Ah oui, ça c'est parce que je suis fan de toi. Voilà. Donc je me suis dit. Sinon je pourrais tirer les oreilles. Voilà, Élise va m'engueuler. Petit fact-checking sur les trucs que je dis pour bien vérifier. Moi je suis très content de l'avoir fait et honnêtement je l'ai fait juste pour moi me dire bah là en fait avec l'influence que j'ai, je peux pas ne rien dire face à ce qui se passe, que je considère quelque chose de très grave. C'est plus grave que de perdre 200 000 abonnés. Largement. Ouais. Je voulais surtout pas paraître moralisateur ou hautain ou juger des gens juste parce qu'ils ont une autre opinion. Pas être donneur de leçons. Ouais, je voulais juste être, voilà les gars, très factuel. Ouais. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé dans le passé, voilà ce qui vient de se passer dans d'autres pays où ces régimes-là sont passés. Mais si vous êtes toujours pas d'accord avec ça, il n'y a aucun problème les gars, chacun a sa manière de penser. Ça t'a marqué toi cette prise de position de Squeezie? Pas vraiment parce que je vois son contenu, donc je vois un peu comment il est. Et non, ça m'a pas étonné. Ça t'a pas étonné? Non. Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Est-ce que tu te dis que ça t'a influencé d'une certaine manière? Parce que Squeezie pense comme ça et donc c'est peut-être une bonne ou une mauvaise manière de penser? Je pense que ça peut influencer les jeunes aussi. Parce que il montre des exemples, il montre des arguments valables. Et je pense que vraiment ça peut influencer les gens. Et m'influencer aussi. Positivement alors? Oui. Plutôt pour toi. Est-ce que pour toi c'est important que justement ces créateurs, ces influenceurs prennent la parole et donnent leurs convictions politiques, etc. Je sais pas trop parce que ça peut être bien parce que si c'est mauvais, si le parti politique est mauvais entre guillemets, on peut vraiment voir le danger qui se cache derrière. Par les arguments, les exemples, etc. Ok. Est-ce que les influenceurs doivent s'engager dans des causes ou bien est-ce qu'ils doivent rester neutres? Grande question. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire l'injonction aux influenceurs, influenceuses de s'engager. Après, il y a des avis plus personnels aussi que chaque personne peut avoir vis-à-vis de ça. Quand je dis ça, c'est parce que finalement... C'est bien pratique. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, en un coup, les influenceurs qui ne s'engagent pas vont se recevoir des tonnes de commentaires, de critiques, etc. Puis s'ils s'engagent, ils vont également être critiqués. Donc, si on se met vraiment de leur position à eux, de leur point de vue, on peut comprendre pourquoi ils restent un peu coincés, qu'ils hésitent vraiment et que finalement, ils s'engagent sur des causes où à un moment, ils se disent « là, c'est allé tellement loin que j'y vais ». Dans le sens où ça peut jamais satisfaire tout le monde. Et donc, quand on parle d'influenceurs de divertissement, grand public, qui ont des audiences de plusieurs millions d'abonnés, forcément, politiquement, dans les personnes qui les suivent et les apprécient, il y aura des désaccords politiques et en termes de croyances. Et on peut se demander, est-ce que c'est important? Alors, moi personnellement... Ça m'a fait du bien parfois d'entendre des prises de position. Et il y a Squeezie, mais il y a aussi eu, sur le génocide à Gaza, on a eu Amine, Billy, des influenceurs qui se sont manifestés dans un climat médiatique en France où il est devenu très compliqué de s'exprimer sur ces points, sur certaines chaînes privées, sur ces sujets-là. Et donc, le fait que sur Internet, on sente qu'il y a encore une certaine liberté de prise de parole, qui ne sont pas complètement bloqués à la merci d'intérêts commerciaux qui sont les leurs, qui sont très présents. S'ils vont trop loin, ils pourraient perdre des partenariats. Mais ça fait plaisir. Après, moi, je me pose la question stratégiquement aussi. Parce que finalement, Squeezie, je trouve ça intéressant dans tout ce qu'il amène là. Il parle d'avoir fait du fact-checking, qu'il a voulu faire quelque chose où il fallait que personne ne se braque, et donc il utilise des arguments, mais en même temps il n'est pas complètement clair parce qu'on n'est pas juste sur de l'argumentaire. À un moment, c'est des questions de valeur. C'est presque est-ce que c'est ok de considérer que des personnes, parce qu'elles n'ont pas la même origine, ont autant de droits que les autres, et certains
politiques sont très claires à l'extrême droite sur le fait que pour eux, non, c'est pas OK. Et donc, on n'est plus sur du fact-checking, on est sur des valeurs. Et je me demande si des vidéos qu'il a pu faire, comme Qui est l'imposteur avec Eric et Ramzy, dans quelque chose de très divertissant, d'humoristique, où il se moque du racisme, des racistes et des choses où finalement c'est intégré dans son contenu. Et je pense que là, il y a une influence de messages qui va lui ramener moins de conséquences pour plus d'effets. Parce qu'elle est sous-jacente. Elle est sous-jacente et il amène une culture populaire et un sous-texte qui est très clair que chez Squeezie, on n'est pas raciste, mais sans devoir s'opposer à des politiques et avoir le backlash de Twitter, de X derrière. Voilà. Mais c'est complexe comme question. C'est complexe. Alice, d'ailleurs, on est en train de te reconnaître dans le chat. Il y a des gens qui nous disent comme Madame Croquet. Madame Croquet, c'est le GOAT. Tu es le GOAT pour les autres. Donc ça, super. Quand même. Est-ce que tu en parles aussi en classe? Est-ce que on parle justement de ces prises de position ou bien simplement de la politique, mais via le contenu qu'eux regardent sur le web? Alors, beaucoup de questions en ligne. On n'est pas censé, en tant qu'enseignant, donner son avis. Ouais. On a un devoir de neutralité par rapport à tout ça. Maintenant, moi, personnellement, en tout début d'année, avant les élections qu'on a eues en octobre, j'ai donné, j'avoue, mon avis sur les positions extrêmes, par exemple sur l'extrême droite, parce que je voyais que ça se faisait sur les chaînes publiques, ça se faisait dans des fascicules qu'on avait reçus pour les enseignants, etc. Donc je me suis permis de donner mon avis sur ces choses-là. Le cours que moi j'ai avec cette classe-ci, c'est un cours d'activité de synthèse où on doit faire un petit TFE et donc on doit tout le temps faire du fact-checking sur les documents qu'ils exploitent, etc. Et donc effectivement, on leur apprend à tester la fiabilité des éléments, des documents qu'ils utilisent. Et on voit que c'est pas facile le nombre de fois où on m'a déjà dit « Mais si, madame, il est super fiable ce document, il y a 50 000 vues ». Donc c'est pas forcément. Voilà. Donc c'est pas toujours un gage de fiabilité. Mais donc on voit parfois où sont les paramètres que eux dont ils se servent pour gager de la fiabilité de quelque chose. Donc voilà, c'est des thématiques et je crois qu'ils sont vraiment pas du tout. Donc ça c'est un exemple que je donne un petit peu contre eux, mais sinon ils sont pas tellement dupes. Ils savent les algorithmes, ils savent les positions. On l'a bien vu cette émission-ci. Les jeunes sont, je trouve, assez critiques en fait par rapport à tout ça. Maintenant, c'est leur quotidien, ils sont plongés dedans. Moi, je suis ici bluffée de tout ce qu'ils connaissent. Moi, c'est une culture que je n'ai pas du tout. Tous les youtubeurs, les influenceurs que vous citez, à part Squeezie, parce que j'avais vu avec ta vidéo, je ne connais rien du tout. Donc je vois que c'est une culture que moi je n'ai pas et que eux ont clairement. Mais oui. Mais c'est vrai que j'ai été fort étonné. C'est la 3e émission qu'on fait ici. Je suis vraiment étonné et positivement que les jeunes vraiment s'interrogent déjà en fait sur ce qu'ils regardent. Vous avez un regard critique. Est-ce que tu le perçois comme ça aussi, toi? Oui, chaque fois, sur les vidéos, tu t'interroges si c'est vrai, si c'est faux, et pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Oui, c'est ça, je vais chaque fois vérifier les sources, etc. Oui. Donc aussi, l'influence n'est pas forcément aussi simple et aussi évidente que ça, quoi. Non, parce qu'on n'a jamais eu autant de sources d'informations, déjà. Donc finalement, par rapport à moi, quand j'avais votre âge, où j'étais... plus devant la télé avec quelques chaînes, j'avais moins de discours à disposition parmi lesquels aller piocher. Et puis ce qui est intéressant quand même sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, c'est que c'est un média qui parle beaucoup de lui-même. Il y a beaucoup de transparence. Les influenceurs, influenceuses, comme ils sont dans un rapport où ils parlent d'eux, de leur vie, ils vont aussi parler de leur métier, ils vont parler des limites de leur métier. Alors la transparence n'est jamais totale, ils doivent toujours trouver un juste équilibre. Mais donc la connaissance des coulisses, des conditions de production, etc., est plus grande sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels. Quand on demande aux gens comment se fait une émission télé, avant d'être venu ici, mais beaucoup n'auraient pas autant d'informations que comment faire un TikTok et faire des vues, quoi. C'est sûr. On revient à l'authenticité aussi, au fait que ce soit beaucoup plus proche des gens. On va regarder maintenant la dernière vidéo, qui est la tienne, Alice. On la regarde et puis on en discute. We have to honestly and aggressively attack the universities in this country.
Ladies and gentlemen, the universities do not pursue knowledge and truth. They pursue deceit and lies, and it's time to be honest about that fact. And there was a wisdom in what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago. He said, and I quote, "The professors are the enemy." Vous voyez, voilà où en sont les États-Unis d'Amérique. Cette situation est extrêmement grave. On a une administration autour de Donald Trump qui a décidé de faire la guerre aux sciences. Et c'est pas seulement aux États-Unis, ça a des conséquences dans le monde entier. Et c'est une idéologie. C'est l'idéologie des extrêmes droites, partout dans le monde, en France y compris. Aujourd'hui, il y a un mouvement que nous soutenons de résistance à cela, qui s'appelle Stand Up for Science. Et nous défendons nous aussi ce mouvement en soutenant la recherche, en particulier la recherche publique, l'enseignement supérieur, les étudiants, l'éducation au sens large. C'est très concret et c'est aussi un combat et une résistance philosophique, intellectuelle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on veut comme projet de société? Est-ce qu'on veut une société de l'ignorance ou du savoir? Est-ce qu'on veut une société du libre arbitre ou des dogmes? Est-ce qu'on veut une société de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, du débat, du dialogue, de l'écoute, ou bien une société du rejet de l'autre, du rejet de l'altérité, du rejet de l'inconnu, du rejet de l'indifférence, de l'exclusion? Eh bien, notre choix est fait, mais on a besoin de tout le monde pour résister. Alors soutenez-vous aussi Stand Up for Science. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, moi, je consomme pas du tout ce genre de contenu d'influenceurs, de créateurs. Je vois pas ce que je pourrais montrer. Mais en fait, si, en y réfléchissant un peu, il y a quand même des vidéos qui peuvent t'influencer ou pas. Oui, donc ça, moi, je suis pas du tout sur ni TikTok ni Instagram. Le seul réseau social que j'ai, c'est Facebook. Effectivement, peu de temps avant d'en avoir parlé, j'avais vu cette vidéo qui m'avait, sur laquelle je m'étais arrêtée et que j'avais écoutée jusqu'au bout, parce qu'elle était déjà partagée par un ancien prof d'UNIF à moi, à qui donc je fais confiance, et donc c'est aussi un gage pour moi de fiabilité, de confiance. Et effectivement, donc il y a quelquefois des vidéos, mais j'avoue que c'est assez rare. Mais ce genre de vidéo, il m'interpelle. Que toi, tu as aussi envie de partager. Et que j'ai envie de partager. Et je trouve ça. Oui, je ne sais pas si je l'ai repartagé sur mon profil ou si je l'ai liké, je ne sais plus trop ce que j'en ai fait. Mais effectivement, moi, ça m'avait interpellé et j'avais envie de faire passer ce message plus largement. Ce créateur, il donne une opinion personnelle ou il informe pour toi? Il donne un positionnement politique. D'ailleurs, il est politicien et c'est une forme d'information en même temps, mais il se positionne par rapport à une situation qui est très politique et pour laquelle il a tout à fait raison de se positionner. Donc oui. Alors, moi ce que je trouve intéressant ici, c'est le fond du discours, comme on parlait juste avant, mais d'inquiétude aussi par rapport aux questions de fiabilité, mais de vérité. Ça pose des questions de ce qu'on peut faire face à ça, et encore plus aujourd'hui avec la profusion de contenu qui va être de plus en plus compliqué à vérifier. Il n'y a rien à faire. Pour le moment, on entend parfois, oui, moi je repère très bien quand un texte est fait par ChatGPT ou une image par Midjourney, mais ça évolue à une telle vitesse et si on sait faire un bon prompt, ça commence à devenir plus complexe. Et donc, quels sont les repères qu'on va pouvoir avoir dans un monde post-vérité? Et je dis post-vérité parce qu'en fait, on a des figures politiques, des personnes qui étaient censées représenter une forme de stabilité minimale par rapport au fait de ne pas mentir, en fait, tout simplement, de ne pas mentir éhontément, et qui maintenant peuvent dire tout et son contraire d'un jour à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on s'arme, nous, en tant que citoyens et citoyennes, dans cette confusion? Et ici, l'éducation aux médias a des clés à proposer, vraiment, de pouvoir se situer par rapport à des sources, et pas juste de savoir d'où elle vient, mais de pouvoir l'analyser de façon critique, la poser dans un contexte, poser l'intention de production, comprendre quand on est face à une logique de propagande. Mais j'irai encore plus loin sur le message, là, le contenu qui est amené. Là, on n'est plus dans l'éducation aux médias. Je pense que la démarche scientifique, personnellement, c'était pas ma matière préférée à l'école, mais comprendre comment se construit la démarche scientifique, ça devient peut-être un acte citoyen un petit peu nécessaire, sans devenir scientifique soi-même, mais pour pouvoir être capable de prendre une distance critique dans un monde de plus en plus confus. Oui, c'est ce qu'il dit, c'est comme ça aussi qu'on le ressent. Et c'est aussi pour ça qu'elle t'a intéressée, toi, Alice? Oui, parce que je suis complètement effrayée, scandalisée, je ne sais pas quel terme il
il faut utiliser pour ce que tu disais, Valentine, de se peut-être perdre de repères, ce monde post-vérité où en fait plus rien n'est vrai, il n'y a plus de repères sur lesquels on peut se baser. Et je trouve ça très difficile maintenant. Et je suis vraiment scandalisée, apeurée. Je trouve que c'est un peu effrayant le monde qui nous entoure là, de ce Donald Trump qui balance autour. Mais c'est là aussi que des créateurs comme lui ont aussi une certaine importance, ou en tout cas un poids et du coup une responsabilité aussi, quoi. Oui, et je pense qu'il y a évidemment des inquiétudes, mais moi, je vois la culture, justement, on parlait de culture du débat, n'a jamais été aussi présente. Et donc, si on aime cette culture du débat, le fait de s'enrichir mutuellement, rien qu'un live Twitch, il suffit qu'il y ait 10 personnes ou plus et que le public peut réagir directement avec les créateurs de contenu, on peut contester des éléments, mais il ne faut pas oublier, en fait, parfois, c'est peut-être, et ça l'a toujours été, c'est un espace public, un espace médiatique public, mais forcément, il y a des logiques politiques qui se jouent dessus, des rapports de force, et il faut en être conscient. Et peut-être que ce qui est un peu inquiétant dans ces rapports de force, c'est que là où il y a le plus de moyens économiques de possession des médias, des algorithmes, de ce qu'on peut mettre en moyens de modération, c'est actuellement plutôt entre les mains de personnes qui ne tendent pas vers une logique ultra-démocratique. Voilà, ils protègent des intérêts économiques, quoi, un peu à tout prix. Mark Zuckerberg a changé aussi le vestimentaire et de discours. Enfin, il s'est métamorphosé pour correspondre à la tendance politique du moment. Donc c'est ça qui n'est pas rassurant, mais on garde du poids, une force et des médias qui, pour le moment, nous permettent de se renseigner plus que jamais, d'échanger plus que jamais. Donc, il y a aussi énormément de choses positives. Exactement. Et j'espère que notre émission aura permis à ça aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses positives, du coup. Je vous propose de terminer l'émission par un petit jeu encore. Je vous donne des placements de produits et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, c'est des vrais placements de produits et d'autres que j'ai inventés. C'est pas en images, je vous les raconte simplement. Okay. Le premier, en février 2022, Sarah Fressou a fait la promotion de capsules pour resserrer le vagin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dans le chat, n'hésitez pas à jouer aussi. Tu dis que c'est... Moi, je dirais que c'est vrai. J'en ai aucune idée. Vrai? Moi, ça m'étonnerait pas du tout. Oui, vrai. Ça paraît complètement fou, mais c'est complètement vrai. Un point pour tout le monde. Mila Jasmine a fait la promotion de la Moula Shop, un site de contrefaçon. Donc une influenceuse qui a fait la promo d'un site de contrefaçon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et on parle de moulaga, c'est ça? Le site, c'est la Moula Shop. Et c'est Mila Jasmine en 2022. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Faux. Moi, je dirais faux aussi. Oui, elle est faux, ça paraît trop. Et non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, mais mec simple avait raison sur le chat. En janvier 2018, Thibaut Inchep a fait la promotion d'un produit Airboost 3000, le spray qui te rend plus rapide. Faux. C'est faux, il promeut que ses propres produits. C'est faux, c'est vrai, celui-là je l'ai inventé. Toujours un point pour chacune. En 2021, Félicia a partagé un jeu concours pour faire gagner des injections aux fesses à ses abonnés. Félicia ou Félicien? Félicia. Vrai ou faux? Ça peut être vrai, je pense. Ça peut être vrai. Oui, vrai, j'en sais rien. Oui, moi je dis vrai. Vrai, c'est vrai. Encore un point pour tout le monde. La dernière pour vous départager. En février 2008, Céline Dept a fait la promotion d'un produit pyjama café, dormez tout en restant productif. 2008? Oui. Faux. Elle est sûre. Ouais. Moi, je dirais faux aussi. C'est la TikTokeuse, footballeuse. Oui. Sur quelle plateforme est-ce qu'elle a fait ça? Sur YouTube. Trop d'indices. Allez, on va dire vrai. Non, c'est faux, complètement faux. Pour le jeu. Il n'existe pas celui-là. Mais donc, vous avez gagné toutes les dos. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très chouette. On a appris beaucoup de choses. J'espère qu'on sera encore plus critique sur les réseaux. Et on se rejoint dans un mois pour une prochaine émission Scroll. Merci à vous. Et merci au chat, évidemment. Merci.